C'est un texte, moi, que j'appellerais assez fondateur. C'est-à-dire que c'est un texte qui est très principiel, qui a un peu comme la Déclaration des droits de l'homme définit des règles sur lesquelles on va pouvoir accrocher énormément de choses, puisque c'est des principes absolument génériques. Et ça dit en gros que nos données nous appartiennent, sauf dans des cas de figure extrêmement circonscrits, mais c'est quelque chose qui, comme ça s'applique à un territoire de 500 millions de personnes, et plus, puisque les entreprises qui commercent avec ces 500 millions de personnes, qui ne sont pas forcément des entreprises européennes, sont aussi astreintes à respecter ce texte-là, c'est quelque chose qui va avoir un impact objectivement sur l'ensemble des acteurs du numérique, des grandes plateformes, des GAFA, etc., etc. Alors les objectifs du RGPD, ils sont très clairs. C'est de remettre justement l'individu au centre de cette protection des données. Donc il renforce les droits des personnes, d'une part, et il renforce aussi les obligations du responsable de traitement et aussi du sous-traitant maintenant. Et puis surtout, ce qui était important, c'est qu'on avait une directive 95 de 1995 qui justement n'offrait pas un cadre harmonisé, vous voyez, un cadre juridique harmonisé. Avec le règlement, on obtient au prix d'un long processus, justement d'un cadre juridique harmonisé qui fait que tous les acteurs vont être justement concernés par le règlement, et donc ça va rétablir une barre d'égalité entre tous les acteurs privés, américains, français, dès lors qu'ils ciblent des Européens pour des offres de biens ou services ou du profilage. Alors, ça apporte deux choses importantes, je crois, cette loi. La première, c'est un objectif de simplification. Même si, quand on voit la taille des textes législatifs, on peut douter de la simplification pratique. Mais simplification au sens où il y a une harmonisation des législations européennes sur la protection des données, là où il y avait de multiples lois qui étaient propres à chaque pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a l'idée que dans les entreprises, il y a des personnes qui soient chargées de s'occuper de cette question de vie privée. Les enjeux géopolitiques de ces questions de traitement de données sont majeurs, puisque nous avons aujourd'hui des grands blocs dans le monde, des blocs qui ont tendance à échapper un peu aux lois, comme le monde russe, des blocs isolationnistes, comme la Chine, qui établit une espèce de barrière, de rideau, qui fait qu'on a difficilement accès à l'extérieur, même si il est quand même toujours possible, même de Chine, de pouvoir quand même avoir accès au reste du monde. Et puis, le monde américain, dans lequel les grands acteurs de l'Internet sont nés et où ils prospèrent, bien sûr, en récupérant l'ensemble des données du monde. Donc l'idée, c'était d'essayer de donner à l'Europe une unité et en même temps de lui permettre d'apparaître et d'imposer un certain nombre de règlements à l'intérieur de ce paysage international qui se dessine sur le cyberespace. Auparavant, avec la loi informatique et liberté, je rappelle que cette loi elle existe quand même depuis 40 ans, donc c'est pas la protection des données, c'est pas un concept nouveau, ça existait déjà depuis longtemps et la France était vraiment chef de file de ce concept de protection des données. Mais malheureusement, ça ne s'appliquait qu'aux établissements qui étaient situés en France ou alors pour les résidents français. Là, ça change, justement, la règle change dès lors que vous ciblez donc des résidents européens. Et donc, ça va permettre justement à ces GAFAM qui sont en situation de monopole et souvent des passages obligés, ils vont justement être aussi concernés par le règlement européen comme les autres acteurs. Pourquoi veut-on protéger les données? Parce que ces données sont récupérées par un certain nombre d'acteurs. Alors il y a deux motivations pour récupérer les données. C'est asseoir un pouvoir politique. C'est ce que faisaient pendant longtemps les États. C'est ce qu'a permis le système PRISM aux États-Unis, qui récupérait toutes les données qui transitaient, entre autres, par les câbles qui assure les transmissions sous l'Atlantique. Donc, asseoir le pouvoir politique
éventuellement pour assurer la sécurité des citoyens, mais peut-être pas uniquement, puisqu'on est capable ensuite de récupérer des secrets politiques, hein, on l'a vu, hein, les grands chefs d'État qui étaient exploités, hein, ou des secrets économiques. Et puis la deuxième chose, c'est parce que aujourd'hui, l'économie contemporaine est fondée sur une exploitation massive des données, et entre autres, des données personnelles. Et donc, ceux qui possèdent ces données ont des avantages compétitifs majeurs. Qu'est-ce qui fait la puissance des GAFA? C'est leur capacité à acquérir des sommes considérables d'informations et à exploiter ces informations. On se souvient que il y a quelques années, hein, les grands acteurs de l'Internet, c'est vrai d'Elon Musk, hein, c'est vrai des GAFA, avaient dit dans un geste extrêmement généreux qu'ils mettaient les outils de traitement des données, les outils d'apprentissage à disposition de tous. OpenAI, par exemple, hein, c'est la plateforme hein, qui met tous les outils d'apprentissage à disposition de tous les chercheurs. Pourquoi est-ce que ces grands acteurs font ça? Ils font ça parce que le pétrole aujourd'hui, ce ne sont plus tellement ces algorithmes qui sont connus de tous, même s'ils demandent à être configurés et à être mis en œuvre, hein, ce qui n'est pas extrêmement facile, mais ce qui est important, c'est la donnée. Et ça, la donnée, bien sûr, ils ne la partagent pas directement, parce que d'abord c'est leur ressource, et puis en plus parce qu'elle est extrêmement personnelle, et donc s'ils le faisaient, bien sûr, ça risquerait de mettre en cause un certain nombre d'individus, hein, ce qui poserait problème. Ce règlement européen a un double avantage. C'est d'une part d'harmoniser l'ensemble des législations des différents pays pour faciliter la circulation de l'information et des données sur une base commune à l'intérieur de l'Europe. Et puis le deuxième avantage, c'est du point de vue international, hein, d'être capable de s'opposer aux grands acteurs américains pour revendiquer un traitement, une législation qui soit autonome, c'est-à-dire que les Européens dépendent, puisqu'ils sont européens, de la législation européenne, même si les données migrent dans d'autres pays. Donc ce sont ces deux avantages, je crois, qui font que cette loi est importante aujourd'hui pour tous. Pour ma part, je suis persuadé qu'on n'en restera pas là, c'est-à-dire que le règlement, c'est un peu un grand texte. Moi, j'aime bien dire, on a eu quelques grands moments des textes européens, enfin, ou plutôt français. On a eu le Code civil, qui est quasiment un texte européen, puisqu'il a été adopté en tant que principe par beaucoup de pays. Donc là, on est en 1804, et ça accompagne la première révolution industrielle. On a eu les droits sociaux entre 1870 et 1880. Là, ça accompagne la deuxième révolution industrielle. Et puis, on a le GRDP, on est en 2018. Et là, c'est un texte qui va accompagner la troisième ou la quatrième révolution industrielle, suivant la façon dont on le voit. Et je pense que ces textes ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire qu'ils ont créé, au contraire, un nouveau champ sur lequel on a pu rajouter beaucoup de textes. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'on aura des textes sur l'AI, on aura des textes sur l'addiction, on aura des textes sur tout un tas de choses qui seront subconséquents à l'émergence de ce premier texte fondateur.